Décès liés au Covid-19 ces derniers jours, les centres de prise en charge sont submergés. Le ministre de la Santé est allé s'enquérir de la situation sur le site d'Alada. Les états généraux de la presse béninoise ont démarré hier à Cotonou. Seront évoqués au cours de ces assises les difficultés que rencontrent les médias et les pistes de solutions. Et puis, 31 ans que se déroulait la conférence nationale des forces vives, nous vous ferons revivre la deuxième journée de ces assises dans ce journal. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Certains ont peut-être encore du mal à y croire et pourtant les cas de décès liés au coronavirus se multiplient au Bénin. Les centres de prise en charge débordent avec l'admission des cas graves, notamment à Alada. Le ministre de la Santé était justement sur ce site pour un constat. Regardez. Situation inquiétante. Le centre de prise en charge des cas de coronavirus d'Alada fait salle comble. Des malades en plein combat contre ce virus admis ici, tous placés sous assistance respiratoire, dans un état désespérant pour certains. Au bord du débordement, ce centre reçoit davantage de patients ces derniers jours, avec à la clé des décès qui se multiplient. Et pour faire face à l'accroissement du nombre de patients, certains bureaux sont transformés en salles d'hospitalisation. Ici, c'était le bureau des médecins qui sont dedans, en salle d'hospitalisation. Et c'est déjà rempli. Dans ce branle-bas, ce bébé diagnostiqué du coronavirus se bat sous le regard impuissant de sa mère. Ce n'est plus des personnes âgées forcément qui décèdent. Même les jeunes qui sont en forme, les jeunes avec qui vous avez parlé, ne serait-ce qu'il y a 2 jours, et qu'on dit que brutalement, Covid est là et puis ils décèdent. Donc c'est pour cela que tout le monde doit pouvoir prendre conscience de la réalité de la maladie. Dans cette situation désespérante, ce malade triomphe du coronavirus. Après 2 semaines de soins, il s'apprête à rejoindre les siens avec un mauvais souvenir de sa lutte contre ce virus. Si j'avais le temps pour vous décrire seulement les phases critiques du mal, vous allez comprendre ce que je dis. Quand il décide de vous attaquer la ceinture thoracique, vous avez l'impression que c'est un lion qui a attrapé un mouton. Imaginez un peu. Et vous dites c'est fini. Parce que la respiration est finie. Mais non seulement que vous respirez à peine, mais vous sentez une douleur atroce qui dépasse le supportable. C'est la ceinture pelvienne qui décide de vous prendre. Il commence par vous caresser, comme ça, et puis tchac! Et quand on vous attrape, vous dites, c'est fini. Admise dans un état critique, cette dame qui a souhaité garder l'anonymat a également réussi à tirer son épingle du jeu et sauver sa grossesse. Que nous respections les gestes barrières et le reste, là, Dieu va s'en charger. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici et c'est vraiment grave. Les grands moyens sont déployés dans ce centre d'Alada pour une prise en charge efficace des malades du coronavirus. L'unité de dialyse, elle vient d'être mise en place. Au moment où on mettait en place le centre, on n'y avait pas pensé. Mais au cours de la prise en charge, nous avons été confrontés à des difficultés d'insuffisance rénale qui surviennent chez des malades pris en charge. Soit qui avaient la pathologie ou du fait de l'infection, cette pathologie survient. À côté de ces moyens, il y a cette équipe soignante, rompue à la tâche. Elle reçoit les applaudissements du ministre de la Santé qui est allé lui remonter le moral. Le temps d'un petit répit pour ce personnel soignant. Et déjà, cette ambulance qui pointe le bout de son nez avec à son bord ce énième cas de coronavirus reçu dans ce centre en moins d'1 mois. 3 décès en 24 heures, plus de 100 nouveaux cas confirmés et plus de 5000 cas diagnostiqués. C'est le tableau que présente actuellement le Bénin en ce qui concerne cette pandémie. Le ministre de la Santé a insisté au cours de sa visite au centre de prise en charge d'Alada sur le respect des gestes barrières. Benjamin Hompatien est au micro de Koudous Abdoulaye.
Nous sommes dans la deuxième vague de l'épidémie et le nombre de cas est en train d'augmenter et surtout les cas graves également augmentent. Les cas graves augmentent, mais pas seulement dans les cibles prévues, c'est-à-dire les patients qui sont porteurs de TAR. Nous avons aujourd'hui la population qui porte de TAR, qui porte de l'asthme, du diabète, de l'hypertension, de la drépanocytose et autres. Non, aujourd'hui, pas seulement les sujets âgés. Nous avons des sujets jeunes, tout jeunes, sans aucun facteur de risque, qui atterrissent à Alada et qui malheureusement décèdent. Les derniers décès qu'on vient d'enrôler, nous avons eu 3 décès de ce type. Chez les jeunes de moins de 40 ans qui malheureusement ont décédé. L'un des facteurs qui favorise ces décès, ces cas graves, c'est notamment la consultation tardive. Et cette consultation tardive, il faudrait que nous veillions à la limiter au maximum, à la réduire au maximum. Et je voudrais lancer un appel à la population. Le Bénin a fait l'option de faire le traitement présomptif, c'est-à-dire que lorsque vous avez le moindre petit signe, nous démarrons le traitement avant même que le résultat du test n'apparaisse. Aujourd'hui, les gens se disent qu'ils ont le palu, ils traînent pendant des jours avant de se présenter dans les centres. Il faudrait que dès qu'on sent qu'on a le palu aujourd'hui, qu'on se présente immédiatement, qu'on puisse démarrer le traitement aussitôt afin de limiter l'aggravation des cas. Il faudrait que les centres de santé, surtout les cliniques privées, puissent avoir le réflexe, dès qu'ils ont un cas, d'appliquer le protocole qui est défini dans le pays, de commencer le traitement présomptif, de procéder au dépistage et de référer si nécessaire. C'est cela le gage de la réussite de la lutte que nous menons contre la COVID-19. Devoir de mémoire, la télévision nationale revient ici sur les travaux de la conférence nationale de février 1990. Suivez ici quelques propos de participants à ces assises. Nous sommes au 2e jour, c'est avec Ghislain Pouguet. C'était un discours concret, objectif, sans passion, un discours de chef d'État, c'est-à-dire un discours de responsable. Nous allons nous en inspirer là, au cours de nos travaux. Que les militaires sont là pour nous protéger. C'est à ce sens-là que je crois, pas pour autre chose, car les militaires sont avant tout des Béninois. Et que les militaires sont là pour nous protéger de qui et contre qui? Contre le peuple, contre qui? Si c'était service d'ordre, uniquement pour maintenir la circulation, d'accord, elle doit être un ordre léger. Parce qu'on n'aimerait pas parler sous la menace, sous la protection des baïonnettes. Le renouveau démocratique implique que nous soyons libres de toute notre expression sale. Sortir ici sans être inquiétés. Pour ceux qui viennent de l'extérieur comme ceux qui viennent de l'intérieur, nous sommes donc mal placés pour demander, n'est-ce pas, qu'on les retire. Ils ne sont pas là, je ne pense pas, pour nous bousculer. Quant aux militaires qui sont désignés par le président Dossou, mais ils représentent leur corps. Voilà, parce qu'il faut être clair, c'est nous-mêmes qui avons demandé, n'est-ce pas, que la sécurité soit assurée. Dans mon corps, on est en tenue militaire tel que je suis habillé quand on est armé. Mais de l'inquiétude que cela semble susciter, je me suis débarrassé de mon pistolet. Et à l'avenir, je viendrai sans pistolet. Et naturellement, on vous remercie. Monsieur Grelet, tout à l'heure, a évoqué le problème de savoir pourquoi il ne figure pas dans le règlement intérieur un test déterminément organisé. Mais quand on se souvient de la façon de laquelle on nous a déclaré un beau jour qu'on a renoncé au socialisme, ce n'est pas ordinaire, ça n'a pas été fait par un acte régulier, ça n'a pas été fait par un décret, ça n'a pas été fait par une loi. Quelle loi voulez-vous qu'on cite? Si c'était un acte ou une décision de loi qui l'a décidé, je crois que le comité préparatoire aurait pris le soin de mettre un article premier, vu la loi en telle date. Il n'y a pas eu de loi.
Et c'est là le problème. Vous posez un problème pratiquement sur la validité, sur la notion juridique même de la valeur de tout ce que nous allons faire ici aujourd'hui. Que vaut la conférence et que vaudra le résultat de la conférence. Puisqu'il n'y a pas eu de test de loi, organisons la conférence. On ne peut pas le citer. Ce journal se poursuit. Les membres du bureau départemental du littoral du mouvement Les Amis Fidèles de Patrice Talon ont été installés ce jeudi. Le mouvement a pour mission de faire la promotion de la paix, de l'unité nationale. Gilles Dansou et Jules Akoïkou. Ils sont officiellement installés, les membres du mouvement Les Amis Fidèles de Patrice Talon, AFIATA, un mouvement qui entend accompagner les œuvres de développement initiées depuis quelques années dans notre pays. Une initiative soutenue par la Fondation Malekhossou. Il y a des livres qui sont déjà confectionnés et si vous pouvez lire dedans, c'est les réalisations du gouvernement, surtout envers notre communauté. Je parle de la communauté musulmane. Tout juste pour démontrer au chef de l'État que les musulmans ne sont pas ingrats. C'est la réalité, ça. En dehors de cela, moi je profite pour demander aux jeunes, les jeunes musulmans comme non musulmans, parce que l'association, c'est une association des fidèles, amis de Patrice Talon. Il a tous les religieux dedans, ce ne sont pas les musulmans seuls. Je profite de l'occasion pour leur demander de ne pas accepter de se jeter sur les voies publiques. Eux, ils ne peuvent pas le faire. Ils ont des amis. Et le meilleur conseil, c'est de leur dire priez pour que la paix règne. Il ne s'agit pas de partir barricader les voies. Ça, c'est notre rôle. C'est le rôle de la Fondation Malekhossou. Les membres du mouvement ont pour mission essentielle la promotion de la paix et de la concorde nationale. D'un mouvement à un autre, le mouvement Lucas Tropo pour Cotonou a lancé la campagne 10 jours d'action pour la paix. L'opération va contribuer à la préservation de la paix en période électorale. Du 18 au 28 février, chaque citoyen béninois est invité à éviter tout comportement de haine ou de violence. Je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration du porte-parole du mouvement au micro de Rachida Biomaman et Patrick Inimanvo. Nous voici à la veille d'une élection importante. Et force est de constater que les esprits s'échauffent et que les positions, notamment au niveau des acteurs politiques, ont tendance à se radicaliser. Il n'y a qu'à écouter les déclarations de certains de nos compatriotes pour se rendre compte que le mal nous guette. Les divergences et les désaccords sont inhérents à la vie en communauté. Mais leur réponse ne doit pas être cherchée dans la haine, la confrontation ou la violence sous quelque forme que ce soit. Comme l'a dit le pasteur Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble, comme des êtres humains, ou nous mourrons tous ensemble comme des imbéciles. À partir de ce jour, jeudi 18 février 2021, nous nous engageons dans une mission républicaine de promotion de la paix et de la cohésion sociale pour favoriser la tenue des élections présidentielles pacifiques. L'accomplissement de cette mission que nous nous sommes volontairement assignés se fera à travers l'organisation d'une série d'événements. Le plus important est celui dont le lancement nous réunit ce jour, et il s'agit de la campagne 10 jours d'action pour la paix. Cette campagne, qui sera essentiellement concentrée sur le territoire de la ville de Cotonou, se déroulera du 18 au 28 février 2021. Le choix de cette période n'est évidemment pas anodin, qui nous souvienne que le 31e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives s'est tenu du 19 au 28 février 1990. Il s'agit donc pour nous, au travers diverses activités dont les émissions radio et télé,
des campagnes de sensibilisation dans les marchés et autres lieux publics, des rencontres avec les leaders religieux, des séances de prière et autres, de rappeler à chaque Béninois et chaque Béninoise les valeurs de dialogue, de concertation, de tolérance et de patriotisme qui ont favorisé la réussite de la conférence nationale et la consolidation de la démocratie qui en est issue. Sans la paix, aucun développement n'est possible. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'un seul Bénin et nous le voulons en paix. En paix pour nous, en paix pour vous, en paix pour nos enfants, en paix pour vos petits-enfants. Venons-en à cette table ronde des médias. Il s'agit des états généraux de la presse béninoise. Au cours des échanges, les problèmes de la presse béninoise seront identifiés, des pistes de solutions explorées. On fait le point avec Blaise Adankpo et Igor Ayoso. Loin de leur rédaction, les professionnels des médias, les patrons et responsables d'organes de presse sont tous ici réunis. Il s'agit pour eux de faire les états généraux de la presse après ceux de 2002 et de 2014. Que de chemin parcouru depuis 2016, période au cours de laquelle la presse béninoise a connu des mutations, des crises et aussi certaines avancées. Cependant, elle a encore de réelles appréhensions quant à son développement et ses perspectives. Presse béninoise, état des lieux et perspectives, c'est le thème au cœur des 2 journées de réflexion. Il sera question de décortiquer tous les maux qui minent la corporation. La presse demeure le baromètre d'un pays. Si la presse vit et s'épanouit, nul doute que les autres compartiments de la société vivront et s'épanouiront. La presse béninoise, ses acteurs et promoteurs se retrouvent donc une nouvelle fois autour d'une table ronde pour réfléchir et déboucher sur les voies et moyens pouvant insuffler une nouvelle dynamique et ouvrir d'heureuses perspectives à leur secteur. Il y a une liste de préoccupations que nous avons amenées ici et que nous espérons que ça sera discuté avec les patrons et qu'on trouvera également une solution. Pour ces états généraux de la presse, le CNPA peut compter sur le soutien de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Cette table ronde donne l'occasion d'un diagnostic clair et sans concession des maux qui minent la presse béninoise. Évidemment, il n'y a pas autre personne qui puisse connaître mieux la maison que les professionnels eux-mêmes. Nous voudrions croire donc que cette table ronde était la bienvenue et qu'elle permettra réellement de poser les problèmes. En tout cas, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication essaiera de jouer pleinement sa partition pour de véritables entreprises de presse dans notre pays. Les travaux de la table ronde des médias du Bénin prennent fin le samedi 20 février. Ils vont aboutir à des résolutions pour un bel avenir de la presse béninoise. Les lauréats de la première édition du concours Quartier le plus propre à Banikwara ont reçu leur prix. Il s'agit d'enveloppes financières et de matériel d'assainissement. C'est une initiative du conseil communal. Le point avec Christian Ganjo et Olviga Messa. Le premier quartier, c'est le quartier Gokpadou de l'arrondissement de Gomparo. Tels les résultats d'un examen de fin d'année, les noms des quartiers les plus propres de Banikwara sont proclamés ici par le maire de la commune. Les 2 premiers sont Gokpadou et Goussirou de l'arrondissement de Gomparo. Ils sont suivis de 3 autres quartiers des arrondissements de Banikwara Centre et de Sompérékou. Banikwara, ville propre. Banikwara, ville durable. Banikwara, ville résiliente. C'est notre vision. Et cette vision sera mise en œuvre par tous les citoyens de la commune de Banikwara. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons que cette première phase nous montre
un taux d'engagement très élevé. Les lots remis aux lauréats sont constitués de brouettes, pelles, râteaux, balais, gants, bottes et pioches. Chaque acteur doit mettre plus d'ardeur. Nous ne devons pas nous arrêter là. Et par rapport à ce concours, nous devons toujours œuvrer pour que notre environnement soit propre. Je voulais remercier une fois encore le maire et tout le conseil communal pour cette initiative-là qui nous permettra de rester dans un cadre sain. Les quartiers participants ont été évalués selon des critères bien précis. Le tout premier critère, c'est d'avoir la mobilisation sociale autour de l'autorité. C'est très important parce que l'autorité est porteuse de l'action. Nous essayons de voir également la destruction des endroits les plus sales, notamment les dépotoirs sauvages. Nous évaluons également l'entretien des grandes artères des 3 arrondissements que nous avons cités, mais également nous avons pris en compte le volet divagation des animaux dans l'évaluation. Outre les 5 meilleurs quartiers les plus propres, des groupements féminins actifs dans l'assainissement public à Banikwara ont été également primés. Cette cérémonie marque en même temps le début de la 2e édition de ce concours dénommé « Quartier le plus propre » à Banikwara. L'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi enregistre un nouveau docteur. Ses travaux de recherche ont porté sur le thème « Les emprunts lexicaux en Fongbe, typologie et processus d'intégration ». Voici le reportage. Euphrem Hualakwe, titulaire d'une maîtrise en linguistique, est aujourd'hui face à un jury pour sa thèse de doctorat sur le thème « Les emprunts lexicaux en Fongbe, typologie et processus d'intégration ». Durant 30 minutes, l'impétrant a exposé aux membres du jury les résultats de ses recherches. La recherche nous a permis d'identifier un certain nombre d'éléments, un certain nombre de catégories d'emprunts que les locuteurs du Fongbe utilisent. Et ces mots viennent de plusieurs autres langues, à savoir le Yoruba, l'arabe, le portugais, l'anglais, le français, etc., etc. Il faut dire que plusieurs raisons motivent le retour à l'emprunt. Il peut s'agir par exemple des questions liées à la guerre, les questions de la colonisation, les questions de commerce, les questions de voyage, etc., etc. À partir de l'interférence linguistique, il y a le phénomène des emprunts. On emprunte des mots comme agbada, qui est un mot d'origine yoruba, mais qui est utilisé aujourd'hui en fond. Vous avez fa, qui est utilisé en fond, mais en réalité, c'est Ifa qui vient du Nigeria. Aux différentes questions du jury, l'impétrant apporte des réponses. Il a aussi convaincu. Beaucoup de termes sont rentrés dans le Fongbe à partir du portugais, à partir du hollandais, à partir de l'anglais, etc. Donc, la richesse aujourd'hui du lexique Fongbe, c'est par rapport à ces contacts-là. Le chercheur a essayé de nous retracer tout ça et nous comprendrons davantage la richesse du vocabulaire du Fongbe. La thèse du natif de la commune de Soava est une contribution à la linguistique. Sa présentation lui vaut la mention très honorable. À l'issue des délibérations, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi en sciences du langage et de la communication dans la spécialité description linguistique avec la mention très honorable. À la fin de son étude, l'impétrant a suggéré la création d'une académie des langues nationales. Pour Euphrem Hualakwe, elle sera la structure chargée de la gestion des langues en général et celle des emprunts linguistiques en Fongbe. Et puis en interactualité, échange de tirs dans la capitale somalienne. Pendant ce temps, en Bosnie, les autorités ont ordonné le traitement des demandes d'asile à la frontière de l'Union européenne. Objectif, renforcer les capacités de gestion des migrations. Regardez. Des échanges de tirs ont éclaté ce vendredi en marge d'une manifestation de l'opposition dans la capitale somalienne Mogadiscio, placée sous haute surveillance par les forces de sécurité. La Somalie devait tenir des élections avant le 8 février, date de la fin du mandat du président Mohamed Abdullahi, mais le pays n'est pas parvenu à organiser ce scrutin en raison de dissensions politiques. La tension accumulée ces derniers mois est depuis montée d'un cran.
Les Nations Unies ont appelé au calme et à la retenue dans ce fragile pays de la Corne de l'Afrique dont le gouvernement avait promis de réformer le très complexe système électoral et de donner pour la première fois depuis 1969 une voix à chaque électeur. Une coalition de candidats de l'opposition juge depuis le 8 février le président illégitime et a appelé à partir de ce vendredi à des manifestations réclamant sa démission. L'Organisation des Nations Unies a indiqué avoir demandé aux Émirats arabes unis des preuves de vie de la princesse Latifa, la fille du souverain de Dubaï, qui dit être retenue en otage et crainte pour sa vie dans des vidéos diffusées cette semaine par des médias britanniques. Lors d'un point de presse, la porte-parole du Haut-Commissariat de l'Organisation des Nations Unies aux droits de l'homme a indiqué que son cas avait été soulevé la veille auprès de la mission permanente des Émirats à Genève. Nous avons demandé des preuves de vie, nous avons demandé des informations complémentaires. C'est vraiment tout ce que je peux vous dire à ce stade, juste pour souligner que nous devons voir comment la situation évolue. L'intimidation et les condamnations de journalistes au Bélarus sont inacceptables et doivent cesser, a averti le porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, après l'ouverture d'un nouveau procès contre une journaliste à Minsk. Nous condamnons toutes ces attaques contre la presse, les médias et les journalistes au Bélarus. Nous demandons aux autorités de cesser de cibler les médias et de leur permettre de faire leur travail. Parce que Katia et Daria, journalistes condamnées à 2 ans de prison pour avoir couvert des manifestations au Bélarus, ont en fait été condamnées pour avoir fait leur travail journalistique. En Bosnie-Herzégovine, la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, déclare que les demandes d'asile des migrants souhaitant venir dans l'Union européenne doivent être traitées à la frontière extérieure du bloc et exhorte la Bosnie, pays qui se trouve sur la route des Balkans, des migrations, à renforcer ses capacités pour gérer les migrants. Le Premier ministre bosnien affirme de son côté que son pays ne veut pas devenir un dortoir pour les migrants retenus à la frontière de l'Union européenne. L'afflux de migrants a considérablement changé. En 2015, nous avions environ 2 millions de réfugiés syriens qui arrivaient à cause de la crise en Syrie. Aujourd'hui, nous avons des schémas totalement différents. Gérer les migrations, c'est une responsabilité nationale et pour moi, il est clair que le pays doit davantage développer à l'échelle nationale des capacités meilleures et plus solides pour gérer les migrations. En Nouvelle-Zélande, les personnes chargées de vacciner la population contre la COVID-19 reçoivent les premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech. La campagne nationale commencera ce samedi avec le personnel de santé en première ligne contre la pandémie. Le pays a été largement salué dans sa lutte contre l'épidémie, enregistrant 26 morts pour une population de 5 millions d'habitants. Et voilà qui vient mettre un point final à cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir et à demain.